Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Accord historique trouvé à la surprise générale, titre le journal français Libération. OPEP, comment l'Algérie a obtenu un accord historique, annonce la chaîne de télé française BFM. Au lendemain de l'accord historique des pays de l'OPEP, euphorie diplomatique à Alger, se gargarise le journal algérien d'Expression. Et des dizaines d'autres titres dans la même veine qui saluent cet accord conclu à Alger et que de très nombreux médias qualifient non rien de moins que d'historique. Voici ce qu'écrit un journal français, Antoine Larigauderie. Aussi inattendu qu'inespéré, l'accord de réduction de production signé mercredi par les pays de l'OPEP fait monter les cours du brut et flamber les majors pétrolières en bourse. Même si la route reste longue avant sa concrétisation, c'est l'Algérie qui aura remarqué un point décisif dans ces négociations. Fin de citation. Plus loin, le même, c'est un tour de force incroyable qu'a sans doute réalisé Nordine Boutarfa, ministre algérien de l'énergie. Et ce n'est pas un journaliste d'El Moujahid ou de l'Expression qui écrit cela. Et justement, à propos du journal L'Expression, je ne résiste pas à la tentation de vous lire un extrait d'un article de ce journal sur cette question. Vous me pardonnerez d'abuser de votre temps, mais croyez-moi, cela vaut le détour. Je cite. Il y a déjà très longtemps que les médias internationaux ont perdu jusqu'au réflexe de parler positivement de l'Algérie. Mais avant-hier, l'événement était historique et impossible à occulter. Quand le ministre de l'Énergie a officiellement annoncé que le rendez-vous informel d'Alger s'est transformé en réunion extraordinaire, quand il a balancé la nouvelle d'un accord entre ces pays de l'OPEP que tout divisait, un flot de souvenirs investit la mémoire de toute une génération. La nostalgie a alors envahi jusqu'à faire tressaillir ceux qui avaient connu et vécu dans cette Algérie des années 1970, celle qui fut la Mecque des révolutionnaires, celle qui drivait le tiers-monde et qui guidait l'Afrique. Telle était l'Algérie que j'ai connue et aimée de mes tripes, l'Algérie de mes 20 ans, se remémore tremblant ce septuagénaire. L'issue très positive de la 15e édition du Forum international de l'énergie, le plus grand rassemblement mondial des ministres de l'énergie avec la participation des 72 pays producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz. Toutes les supputations pessimistes sont tombées à l'eau, puisque la réunion informelle de l'OPEP d'Alger a débouché sur une réunion extraordinaire et qui a décidé de réduire la production à un niveau oscillant entre 32,5 millions de barils jour et 33 millions de barils jour. Un exercice difficile pour le ministre de l'Énergie qui a réussi l'impossible, celui de concilier les positions iraniennes et saoudiennes, autant escalader l'Himalaya sans crampons. Fin de citation du journal de l'Expression aujourd'hui. Libération, accord de l'OPEP, décision historique en manière de sauver la face, par AFP. L'Expression. Au lendemain de l'accord historique des pays de l'OPEP, euphorie diplomatique à Alger, par Brahim Takharoubt. Huffington Post. Pourquoi l'accord historique de l'OPEP ne risque pas de faire grimper le prix de l'essence? Le HuffPost, par Jean-Baptiste Duvart. Avec nous pour en parler, Hossein Malti, ex-vice-président de Sonatrach, auteur du livre « Histoire secrète du pétrole algérien », édité par La Découverte, les éditions La Découverte, en 2012. Et Sami Oussaddeq, coordinateur général du mouvement Ebtikar. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette rencontre de l'OPEP à Alger. Merci. Merci à vous. Merci. Hossein Malti, accord historique. Tout le monde en parle. L'accord historique d'Alger, selon des observateurs de tous bords. Est-ce vraiment un accord historique? Je crois que l'accord est surtout un accord surprise. C'est ça qui fait dire qu'il est historique, parce que tout le monde prévoyait que ça allait échouer, que cette réunion allait échouer.
comme en plus de ça, c'est la première fois que l'OPEP baisse sa production depuis maintenant 8 ans, donc on a dit qu'il était historique. Mais néanmoins, sur le fond, il n'a rien d'historique. Enfin, on en parlera plus longuement peut-être après, mais bon. D'accord. Mais est-ce que nous pouvons dire, nous surtout dans cette chaîne qui sommes souvent très critiques à l'endroit du régime algérien, est-ce que nous pouvons mettre ça à l'actif du ministre du pétrole algérien, de l'énergie algérien? Enfin, je pense qu'il a... succès, même s'il est relatif. Je pense qu'il a agi probablement, mais l'accord est à mettre d'abord et avant tout à l'actif de l'Arabie Saoudite. Parce que si l'Arabie Saoudite n'avait pas accepté la modification, il n'y aurait pas eu d'accord du tout. Donc c'est surtout grâce à eux que ça a marché. Et justement, au sujet de l'Arabie Saoudite, ce fameux, pour rester poli, ce fameux face-à-face, Iran-Arabie Saoudite, c'est quoi, Samir Oster? Écoutez, tout d'abord, je vais un peu dire sur l'accord qui vient d'être conclu à Alger. C'est le début d'un accord, parce qu'on va en reparler dans les détails à la prochaine réunion de l'OPEP qui a lieu le 30 novembre. Là, on rentrera dans les détails. Ce qui compte, ça va être les détails. Mais je pense que nous allons l'aborder plus tard. D'accord. Sur cette question-là, sur cet accord, bien évidemment, goûtons notre plaisir. L'Algérie a contribué, c'est une évidence, et tant mieux. Parce qu'il faut le dire, nous aimons notre pays. Il faut peut-être le dire et le redire. Ceci dit, bien évidemment, l'Arabie Saoudite et l'Iran y ont contribué encore plus, parce que c'est un compromis qui est en train de commencer à exister. Et juste un point, parce qu'il y a des signaux comme ça. Il ne faut pas oublier qu'en mai 2015, l'Arabie Saoudite a limogé son ministre de l'énergie, Naimi. Et nous sommes rentrés depuis un an avec la succession du roi dans une autre stratégie. Parce qu'ils ont de gros problèmes maintenant, tout à fait. Contrairement à avant. Tout à fait. Et l'Arabie Saoudite lance le plan 2030 où ils veulent passer de la rente pétrolière à la rente financière. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, nous qui parlons tous les jours à longueur de journée, de colonnes, de quotidien, de la diversification économique, l'Arabie Saoudite a déjà élaboré un plan et pense à demain. Sachant que l'Arabie Saoudite, en termes de production, c'est bien loin de ce que nous faisons. Donc c'est très intéressant. Quant effectivement, je dirais, à cette opposition millénaire, d'une certaine façon, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, elle est, du point de vue géostratégique, elle est sur différents plans. Nous avons d'abord en Irak, où les Iraniens sont très présents avec la majorité chiite aujourd'hui au pouvoir. Nous avons un autre terrain de confrontation qui est encore plus près, qui est celui du Yémen, puisque les Iraniens défendent la minorité houtiste, chiite. Nous avons Bahreïn depuis 2 ans. Nous avons le Liban avec Hezbollah, qui lui aussi bénéficie des subsides de la manne iranienne, mais également de la technologie iranienne en termes d'armement. Donc, sur toute cette attaque de crise, nous avons en ce moment une Arabie Saoudite qui est sur la défensive parce que ses problèmes financiers, comme vous l'avez indiqué, et un leadership qui s'érode. Je vous ferai remarquer qu'il y a quelques jours, 2-3 jours, le Congrès américain permet maintenant aux citoyens américains effectivement d'attaquer le gouvernement saoudien pour les événements du 11 septembre. C'est très intéressant. Donc on rentre dans notre... Parallèlement, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? L'Iran est revenu sur le devant de la scène avec l'accord de Genève. Donc on a une certaine forme de bascule dans le Moyen-Orient qui se met en place. On dirait qu'il se passe quelque chose en profondeur dans les paradigmes, dans les constantes stratégies. Par exemple, cet accord qui se dessine, dont on parle beaucoup, dont on ne sait pas grand-chose, qui a eu lieu entre l'Arabie Saoudite et la Russie, pour essayer de convaincre les autres pays producteurs d'aller vers un gel de la production à ces niveaux actuels. Bon, pour revenir à ce que l'on a appelé l'accord d'Alger, d'abord il faut savoir que l'OPEP n'est plus en mesure de fixer les prix du pétrole. Donc, lui attribuer cela, c'est faux. C'est le marché. Non, ce n'est pas le marché, c'est l'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire l'OCDE, sont eux qui fixent les prix du marché aujourd'hui. Alors, maintenant... Expliquez-nous un peu. Moi, personnellement, dans mon infinie naïveté, je pensais que c'était le marché, l'offre et la demande qui déterminaient un peu les prix du baril.
Non, il y a dans le marché, sur le marché du pétrole, vous avez ce qu'on appelle les traders. Les traders, oui, c'est des spéculateurs, tout simplement. Et ce sont des gens qui, rares sont les véritables indépendants. Ils travaillent tous pour le compte des grandes multinationales pétrolières et, suivant le cas, elles leur demandent soit de baisser, soit de faire monter les prix. Dans des actions boursières? Non, sur le marché, tout simplement. Et ils décident, ce sont les traders entre eux qui décident. En réalité, la décision se prend déjà au niveau supérieur entre les Ça veut dire qu'ils agissent sur le marché? Exactement. Et ce sont ceux-là qui fixent le prix du marché. Et ensuite, tout le monde est obligé de s'aligner dessus. Donc, voilà, en gros, et il ne faut pas oublier que l'Agence internationale de l'énergie a été créée, c'était en 1973, et c'est Henry Kissinger qui l'avait créée, au lendemain de l'embargo décidé contre des premiers chocs pétroliers, etc. Oui. Bon, alors, ceci étant, en ce qui concerne cet accord, n'oublions pas que cet accord est intervenu, donc, au mois de septembre, c'est-à-dire à un moment où tout le monde a fait ses achats pour l'hiver. Donc les stocks sont pleins et par conséquent, le niveau de vente va diminuer. La demande va baisser sur le marché, premièrement. Deuxièmement, en parallèle, il y a eu des stocks américains qui ont baissé également ces derniers temps. Donc ce sont autant de facteurs qui peuvent agir sur le marché. Maintenant, l'accord lui-même est d'abord très vague. On parle d'une diminution de la production qui variera entre 240 000 barils par jour et 740 000 barils par jour. Donc la marge est assez grande. Ceci étant, c'est une baisse de la totalité de la production OPEP qui serait programmée. Reste ensuite à la répartir entre les différents pays, et ça c'est ce qui va intervenir fin novembre. Et c'est là que vont commencer les calculs d'apothicaires, et chacun voudra garder sa part. Et ce n'est que s'il y a un accord à ce moment-là que l'on pourrait parler d'un accord, encore faut-il qu'il soit appliqué sur le terrain. Mais justement, je vais revenir vers vous dans un moment pour vous demander si cet accord peut être contraignant. Mais sinon, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, c'était juste une petite précision. L'OPEP, ce n'est plus l'OPEP de 1974. Si Malti l'a dit, pour vos téléspectateurs, il faut le dire. D'accord. C'est ce qui est très important. Expliquez-nous la différence. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça a été dit par Simalti, l'OPEP ne représente plus que 45% de la production mondiale. Donc on est aujourd'hui, on est dans une position qui est totalement différente. Et puis, quelque chose qui vient de rentrer en jeu, c'est tout, je dirais, les hydrocarbures non conventionnels. Lorsque l'on parle de 500 000 à 700 000 barils, je vais même pas aller à hydrocarbures non conventionnels. Alors, pour faire vite, les Algériens connaissent ça, gaz et huile de schiste. D'accord. Voilà, pour faire très simple. Très bien. Pour vous dire, aujourd'hui, à moins de 50, l'industrie américaine, il faut le dire, l'Amérique n'est plus importatrice aujourd'hui, elle est autosuffisante et elle va exporter du gaz dans les années à venir. Et très récemment, tout à fait, mais de façon beaucoup plus importante dans les mois qui vont arriver. On a une nouvelle configuration du marché. Et ce qui est très important, puisqu'on parle effectivement du gaz de schiste, il faut savoir qu'aujourd'hui, la politique de l'Arabie Saoudite, il y a de ça un an, c'est de se dire on va faire baisser les prix pour éliminer les petits producteurs de gaz de schiste aux États-Unis, puisque leur coût de revient ne va pas pouvoir leur permettre de continuer à faire cela. Or, plus le prix augmente, plus les produits redeviennent compétitifs, donc ils reviennent à la production. Ce qui fait qu'on a un effet, je veux dire, quasiment inverse. Plus le prix va remonter, plus certains acteurs vont revenir sur le marché. Et ces 500 000 barils peuvent être, d'une certaine façon, passez-moi le terme, épongés par la production américaine de ce type de choses. Donc c'est un équilibre très savant, dans lequel il y a une multitude de variables. Il est aujourd'hui réducteur de dire que cet accord va changer fondamentalement la donne. C'est un premier pas, mais ça a été dit, aujourd'hui va se poser la question de savoir qui va baisser sa production, de combien et quels vont être les quotas. Ce sont des questions essentielles. Et je dirais que c'est là que la bataille, passez-moi l'expression, va débuter. Mais avant de vous poser la question sur le gaz de schiste et sur ce prix de revient qui plombe d'une certaine manière la production de gaz de schiste, aujourd'hui dans ces nouveaux accords, le prix
du gaz, est-ce qu'il va être indexé, comme c'est le cas de l'Algérie, à celui du pétrole? Est-ce qu'il y a une influence respective l'un sur l'autre? Bien sûr. Le prix du gaz est indexé sur celui du Automatiquement? Automatiquement. C'est le même prix? Gaz, pétrole, partout, tout le temps? C'est pas le même prix. Le prix du gaz est indexé, c'est-à-dire quand le prix du pétrole baisse, le prix du gaz baisse, et vice-versa, quand il monte, une fonction directe du prix du pétrole. Alors, oui, je vous en prie. Juste sur ce point-là, effectivement, ce qui a été dit est totalement juste, mais je rajouterai une chose qui est importante à notre débat, c'est que l'Algérie est d'abord une puissance gazière. Oui. On parle du pétrole, ça a été un choix depuis 10 ans de dire on va redevenir une puissance pétrolière. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué à cause, je dirais, de nos gisements. Mais en termes de gaz aujourd'hui, la reconfiguration du marché est là, qui est importante aussi. On a de nouveaux producteurs, on a parlé de l'Amérique, de l'Australie, mais on a aussi, d'une certaine façon aujourd'hui, la fin, en tout cas certains essayent de faire, que les contrats à long terme, tout ce que l'Algérie a signé et qui arrive en règle générale à fin d'exécution en 2019, aujourd'hui, ce qui compte le plus sur le marché, d'une certaine façon, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on appelle les contrats spot. Ça a été expliqué, c'est un peu tout ce qui se fait par trading, la vente et l'achat de cargaison, d'une certaine façon. Or, là, le prix n'est plus fixé à long terme, donc ça pose un problème, et là, vous êtes aux mains d'un marché qui est extrêmement fluctuant. Et je crois qu'effectivement, il faut regarder l'OPEP, parce que ça a été dit, parce que les prix sont indexés, mais il va falloir regarder le marché du gaz, mais ça, c'est une autre question. À propos du gaz, justement, si les prix remontent, un tant soit peu, est-ce que cela ne va pas déplomber un peu ces fameux plafonds des prix de revient du gaz de schiste et leur permettre enfin d'avoir une marge et de pouvoir se remettre à l'exploitation? Alors, si vous parlez de l'Algérie, si vous posez la question... Non, de la production du gaz de schiste, d'une manière générale, puisqu'en Algérie, ce n'est pas encore le cas. D'accord. En Amérique du Nord, notamment. Mais ça fonctionne, l'Amérique du Nord. Mais il y a des petits producteurs, parce que là, il faut voir la structure du marché. Le gaz de schiste, il n'y a pas encore eu une très grande concentration, donc il y a encore quelques temps, et jusqu'à maintenant, il reste des petits producteurs qui, eux, sont plus sensibles à ce genre d'élasticité. On assiste effectivement à une concentration du marché, c'est quelque chose, le marché devient plus mature en termes de production. Nous, à Ipticar, nous regardons ces questions parce qu'elles sont au centre de l'avenir de notre pays. Comme vous savez, notre mouvement s'intéresse à l'avenir et on ne peut pas aujourd'hui, sur ces questions-là, ne pas regarder. Parce que c'est central dans notre avenir pour faire autrement. Non pas pour rester sur ça, mais aujourd'hui, il faut avoir une vision claire de ce que va être ce marché-là. Et ne pas juste avoir, je dirais, des cris de victoire pour un accord arraché qui n'est que le début d'une longue bataille. Oui, mais en plus clair, je me suis peut-être mal fait comprendre. Si les prix remontent, est-ce que l'exploitation du gaz de schiste va être plus rentable et donc plus généralisée, plus massive? Les prix de quoi? Les prix du pétrole? En ce moment, les prix du pétrole sont tellement bas que bien souvent, ils dépassent les coûts de l'exploitation du gaz de schiste. Ça veut dire que ça coûte plus cher d'extraire du gaz de schiste que de le vendre. Mais si les prix remontent, ça va laisser de la marge aux producteurs et donc ils pourront y aller. Tout dépend de qui vous parlez. Si vous parlez de l'Algérie... L'Algérie, ce n'est pas encore le cas. Bon, mais si on parle d'une manière générale, le gaz de schiste est déjà vendu sur le marché. Le gaz de schiste américain arrive même en Europe. Hier ou avant-hier, il y a eu une cargaison, la première cargaison à destination de l'Écosse. Tenez-vous bien, l'Écosse, c'est-à-dire une zone productrice de gaz. Il y a du gaz de schiste américain qui est arrivé là-bas. Donc le gaz de schiste est déjà en exploitation. Il est rentable à l'état actuel des prix? Mais bien entendu, sinon... Mais on dit que la production n'est pas aussi importante qu'elle pourrait l'être parce que le prix de revient est trop élevé par rapport au prix du marché. Ça dépend. Il est plus élevé par rapport au prix de revient du gaz naturel. Oui. Mais par rapport au marché, non. Ce qui se passe actuellement pour le gaz, les compagnies qui exploitent du gaz de schiste sont productrices d'huile de schiste. C'est d'abord ça qui les intéresse beaucoup plus que le gaz. Or, les prix du pétrole ont commencé à baisser depuis 2 ans. Depuis le mois de novembre 2014, les prix ont commencé à chuter. Et par conséquent, les compagnies
n'avait plus suffisamment de moyens, je dirais, parce qu'elle n'engrange plus autant d'argent qu'auparavant, pour se lancer dans l'exploitation de quelque chose qui les intéressait moins. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Mais néanmoins, maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, c'est une autre histoire. Oui. Alors nous allons revenir à cet accord. Je vous demandais tout à l'heure s'il était contraignant, s'il y avait des possibilités aujourd'hui de dire, bon, on s'est mis d'accord pour réduire, tel pays va produire tant et l'autre tant. Est-ce qu'il y a une possibilité de contraindre les producteurs ? Pas du tout. Au sein de l'OPEP, il n'y a pas c'est un consensus, et un consensus qui reste le sujet à la bonne volonté de chacun des membres de l'OPEP. Même une fois qu'ils auront établi des quotas, je dis encore une fois, il n'est pas certain qu'ils vont respecter ce quota. D'autant plus que en dehors de l'OPEP, il y a d'autres pays, et en particulier la Russie, qui a de grands besoins également, et qui, même s'il passe un accord, c'est un accord qui ne sera certainement pas respecté, parce que la Russie est une grande puissance qui a d'autres problèmes, des problèmes de géopolitique très importants, et auxquels elle doit faire face, tout simplement. Donc, respecter un accord qui leur causerait des torts, il ne le ferait pas. C'est donc, si j'ai bien compris, lettre morte, que ça n'aura pas d'effet véritable sur les prix. Cet accord, non. Oui. Ça, je doute, moi, qu'il aura un effet. Les prix ont augmenté pendant la réunion, et tout de suite après, ils ont commencé à chuter. Déjà, à la clôture, vendredi soir, hier soir, les prix avaient chuté. Et la flambée ne serait pas due à de la spéculation boursière Bien sûr qu'il y a de la spéculation. Ce que je vous disais tout à l'heure, les prix sont fixés par des spéculateurs. Ce sont eux qui fixent les prix sur le marché. Maintenant, il y a évidemment l'effet de surprise qui a fait que, bon, la première réaction, c'est c'est d'augmenter les prix. Mais ça a duré 24 heures. Hein, Si vous permettez, il y a aussi deux choses. Hein. C'est le retour programmé dans quelques mois de la Libye et du Nigeria en tant que producteur. Donc ça va prendre, c'est pas tout de suite, mais je veux dire, il reste encore des capacités, même dans l'OPEP, qui vont se développer. On ne va pas leur dire vous vous arrêtez là aujourd'hui, où effectivement la Libye, vous connaissez les problèmes qui la déchirent, mais ce que je dis, c'est que pour déjà l'avenir, il faut tenir compte de ça. Et puis, c'est-à-dire qu'il y aura un surplus d'offres, donc ça influera fatalement sur... Pas tout de suite, mais quand vous prenez, vous savez, comme tout métier, il y a des anticipations. Lorsqu'on fait ces anticipations, on ne regarde pas le marché à aujourd'hui. Vous savez, pas rentrer dans les détails, mais dans les marchés à terme et autres. Donc on regarde l'avenir. Oui. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Alors après, on pondère cela, bien évidemment, mais on ne peut pas faire fi de cela. Et puis, nous parlons toujours du marché. Le marché, c'est une offre et une demande. C'est bien, là on parle de l'offre. Maintenant, la demande. Il faut voir qu'elle a été tirée par la Chine et d'autres pays. Et là, si l'on prend aujourd'hui la Chine, c'est un taux de croissance qui est à 3%, ce qui est pour les Chinois un gros problème. Eux qui caracolaient à 9-10%, ça pose problème. Il y a le Brésil, d'autres pays et autres qui tirent la croissance mondiale. Aujourd'hui, la croissance mondiale, en tout cas dans ces pays-là, parce qu'il faut savoir que les pays occidentaux sont arrivés à une certaine maturité, où ils sont arrivés, je veux dire, à avoir une production qui a optimisé leur utilisation de comment dirais-je, du gaz et du pétrole. Il se trouve que ces pays qui tirent la croissance, tels Chine et BRICS et autres, sont aujourd'hui dans un repli en termes de croissance. Et ça a un effet direct sur l'offre. Parce qu'encore une fois, restons dans l'équation du marché. Et non pas juste, nous, là, on parle de l'offre. Mais l'offre, elle est conditionnée également par le marché. Maintenant, je reviens quand même aux producteurs d'hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le pétrole et le gaz de schiste. Les pétroliers américains exportent aujourd'hui du pétrole et du gaz de schiste en Europe. Et comme disait Séou Sédir tout à l'heure, toute augmentation du prix fera qu'un certain nombre de compagnies qui étaient retirées du marché vont revenir. N'oubliez pas qu'il y a, en plus des Américains, il y a le Canada
qui a des réserves énormes d'huile de schiste. Alors là, c'est les schistes bitumineux, comme on appelle cela, et qui, dès que le prix dépassera les 55-60 $, le Canada va revenir sur le marché. Parce que le prix revient. L'offre va... Et les énergies renouvelables, est-ce qu'elles ne vont pas pouvoir, elles aussi, influer sur tout ce micmac? L'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, qui reviennent en force ces derniers temps et qui semblent vouloir maintenant trouver des chemins autrement, plus rationnels. Au Maroc, par exemple, nous connaissons la formidable avancée en termes de Ouarzazate. Non, bien sûr, les énergies renouvelables, comme vous dites, sont en train de creuser leur chemin sur le marché de l'énergie d'une manière générale. Et effectivement, maintenant il ne faut pas oublier également les mouvements écologistes à travers le monde qui sont de plus en plus... qui pèsent un peu sur les décisions politiques. Et qui font que l'on arrive à imposer, par exemple, en France, l'exploitation du gaz de schiste qui a été du gaz de schiste banni. Et il en est de même dans un certain nombre d'autres pays. Et par conséquent, ça laisse la place à une autre énergie pour dans le cas particulier. C'est-à-dire qu'en plus du marché, des lois du marché, des choix des uns et des autres stratégiques, des grands majors, il y aura aussi donc l'influence des sociétés civiles des pays, écologiques notamment, qui pourrait peser donc sur... Bien sûr, bien sûr. Et en ce qui concerne justement ces énergies renouvelables, c'est ça ce que devrait faire l'Algérie. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays à travers le Sahara, c'est-à-dire les 4/5 du territoire algérien sont inondés de soleil pratiquement 365 jours par an. Et qu'il y a donc une source d'énergie énorme. On dit que c'est le plus grand potentiel d'énergie solaire au monde. Il y a une étude qui a été faite dans une université allemande. Et cette étude a démontré que à l'intérieur d'un carré, qui ferait 65 000 km², c'est-à-dire à peu près 240 à 250 km de côté, sur ce carré situé au Sahara, il y a autant d'énergie solaire pour produire l'électricité nécessaire à la consommation du monde entier. Mon dirait tant. Alors, sur 65 000 km², on a 2 millions de kilomètres carrés. Alors, j'aimerais que vous me répétiez ce que vous venez de dire, parce que c'est stupéfiant. C'est-à-dire dans ce carré qui se trouve au centre du désert algérien, à peu près 240 km de côté, voilà. Il y aurait de quoi alimenter le monde entier en énergie. Exactement, en énergie électrique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est Madame Nadine May, cette dame s'appelle Nadine May, qui est chercheuse à l'université de Braunschweig en Allemagne, qui a fait cette étude, et c'est cette étude qui a donné naissance à ce que l'on appelle le projet Desertec. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour exploiter une telle richesse? Ça ne les intéresse pas. Ça ne rapporte pas de... Exactement. Et il n'y a pas de commission dans le secteur pétrolier. On connaît, on a ces réseaux, on a les contacts nécessaires. Dans ce domaine-là, c'est nouveau. On ne connaît personne. Alors, là, il n'y aura pas d'accord historique. C'est mieux aussi. Oui, en fait, la question que vous posez n'est pas une question technique, si Malti a répondu. Si ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Évidemment. Nous revenons à l'essentiel des choses. Moi, je dirais mafiocratique, à la limite. Ce qui se pose à nous aujourd'hui, c'est le mix énergétique, ça veut dire de notre pays, qui ne réfléchit pas. On reste effectivement dans le tout hydrocarbure. Tout hydrocarbure et conventionnel, bien évidemment, mais on pense au non conventionnel. Parce que le gaz de schiste, permettez-moi d'y revenir, c'est quand même en termes de réserve pour l'Algérie. C'est une énorme tentation. C'est 25 milliards à peu près d'équivalent. Je parle souvent de contrôle, professeur. Les réserves? Les réserves. C'est 20 000 milliards de mètres cubes. Voilà, 20 000 milliards. C'est à peu près 4 fois les réserves de gaz naturel. Mais bien évidemment, ça va être une tentation énorme. Or aujourd'hui, mais je vais vous le dire très simplement, on a trois possibilités. Soit on reste dans le gaz, plutôt dans le conventionnel, et très vite, on assiste à la fin de cela, c'est l'épuisement. Soit il y a la tentation du gaz de schiste, parce que quand il va falloir, subventionner les Algériens, quand il va falloir effectivement anesthésier les Algériens, il faut bien des ressources pour ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette tentation est là,
Hein, on sait très bien qu'on a repoussé ça pour 2019. 2019, c'est demain. D'une certaine façon, c'est hier, évidemment, en termes de politique. Ce n'est même pas demain, c'est hier. C'est hier. C'est hier en termes de prévention. Ce qui pose toujours à nous cette question-là, hein, doit-on toujours se considérer otage de ces questions-là, ou doit-on nous reconstruire notre avenir à partir d'une chose? Je crois que l'alternative, c'est d'abord le travail. Exactement. C'est le travail. C'est ça la véritable question. Hein? Parce que pourquoi l'Algérie devrait-elle être ad vitam aeternam un producteur d'énergie simplement, hein? D'énergie fossile. Oui, et d'énergie fossile tout particulièrement. Parce que si on revient à la question du gaz de schiste, bien sûr la tentation est grande, bien sûr qu'il y a des réserves énormes, mais il ne faut pas oublier que l'exploitation du gaz de schiste est extrêmement dangereuse. Et n'oubliez pas que l'année dernière, pendant presque toute une année, nous avons la population d'In Salah qui a manifesté en permanence son opposition à l'exploitation du gaz de schiste. Et qui a été bien seul, malheureusement, à manifester. Pourquoi? Parce que pour chaque puits que l'on fore pour produire du gaz de schiste, on utilise 20 millions de litres d'eau, 20 000 mètres cubes d'eau sont utilisés. Une eau dans laquelle on met pas moins de 600 produits chimiques, dont certains sont cancérigènes, d'autres sont... Enfin, il y a toutes sortes de produits là-dedans, et cette eau-là, quand elle est polluée, intoxiquée, où est-ce qu'on la mettrait? Non, attendez. Elle est injectée à très haute pression, de l'ordre de 600 kilos par centimètre carré, pour pouvoir faire exploser la roche, fracturer la roche, à l'intérieur de laquelle se trouve le gaz de schiste. Et une fois que l'on a fracturé cette roche, il ne faut pas oublier que ça se passe à 2000-3000 mètres de profondeur. On ne contrôle plus rien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des infiltrations. Et on ne sait pas où elle peut partir cette eau. Or, à travers le Sahara, il y a cette immense nappe d'eau. La fameuse mer profonde albienne. Oui, et si cette eau-là devait être polluée, c'est la mort de tout le Sahara et de tous les pays riverains. Toutes les générations à venir. Absolument. Voilà, alors que c'est une richesse inestimable. C'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Exactement. À In Salah, aux États-Unis, ils font de l'exploitation du gaz de schiste, ils utilisent ces mêmes méthodes. Sauf que l'eau qu'ils récupèrent après l'avoir utilisée, elle est transportée, elle est emmenée dans des centres de décontamination où elle est traitée. Ce sont des norias de camions, camions-citernes qui vont et viennent entre les puits et les centres. En Amérique du Nord, il y a des exutoires naturels, des grands fleuves. En Algérie, il n'y a pas de centre de traitement, il n'y a pas de camions, il n'y a pas de fleuve ou autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette eau quand elle est revenue des puits? Ils ont tout simplement creusé des bassins dans le sable, des bassins profonds de 50-60 cm, et qu'ils ont couverts d'une bâche de plastique pour assurer une certaine étanchéité, et ils ont mis cette eau là-dedans. Mais ça peut partir vers les nappes. N'oublions pas qu'il y a ces produits chimiques qui peuvent bouffer ce plastique. Probablement au bout de quelques jours, il y a des trous un peu partout. Et il y a également l'évaporation. Il y a eu des cigognes qui sont mortes, il y a eu des pigeons qui sont morts, il y a eu des chameaux qui sont morts parce qu'ils ont bu cette eau. Et dans le cas particulier d'In Salah, ils utilisent la nappe de l'Albien qui se trouve là à une profondeur de 50-60 mètres simplement. Donc cette eau, si elle s'infiltre, elle va directement... Et ils vont y aller à terme, ils vont y aller Là, apparemment, ils ont arrêté. Oui. On dirait qu'ils ont eu quand même... Mais là, ils l'ont dit, que de l'expérimentation. C'était pas de l'exploitation. Alors, n'en parlons pas. S'ils devaient se mettre à faire de l'exploitation, ce sont des centaines, voire des milliers de puits qui seraient forés, qu'il faudrait forer. Hein. Si vous permettez sur cette question-là, vous savez, je pense que va se poser ce problème, il se pose déjà, hein. Comment continuer en trouvant une autre rente? C'est le message subliminal qui a été dit aux Algériens. Il y a le gaz de schiste qui va prendre la relève. Pour l'anesthésie de la société, pour continuer à endormir les gens. C'est la nouvelle rente. On substitue une rente à une autre. Voilà. Sauf qu'effectivement, ce qui se pose, et moi je le dis et je le martèle, c'est un problème politique. Parce que qu'est-ce que la politique, en fin de compte? C'est prendre en considération les intérêts de ses citoyens pour confectionner ensemble un destin commun pour aller vers le mieux.
pour tous. Or là, les arbitrages qui sont faits sont pour aller vers le moins. Tout cela, ces arbitrages en termes de gaz de schiste, parce que moi je suis moins optimiste, je pense qu'à un certain moment, lorsqu'effectivement les recettes vont baisser, continuer à baisser d'une certaine façon, et surtout, la demande augmente parallèlement. C'est bien de parler du gaz, du pétrole, de ce qu'on rentre, mais il faut voir ce qu'on dépense. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, lorsque dans tout cela, d'une certaine façon, ils seront acculés à aller vers le gaz de schiste, moi, je ne vois pas du tout un cas de conscience qui va se poser à nos gouvernants. Et ils poseront, vous verrez... Parce qu'ils n'ont pas le choix. Si je prends date devant vous, ils diront au peuple... C'est très simple. Vous voulez survivre, il faut que nous exploitions le gaz de schiste. Ouais, vous voulez du bazar chinois, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, le peuple, bien évidemment. Mais ça, vous l'avez senti lorsque vous l'avez évoqué, lorsque nous parlions effectivement des manifestations de Ain Salah. C'est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on n'a fait que l'Algérien, d'une façon générale, pas tout le monde, bien heureusement, font que nous ne sommes plus mus par l'intérêt général. Quel est aujourd'hui le réflexe des Algériens? Ma part de pétrole, chacun essaye de dire il faut que je maximise mes intérêts. Alors si c'est à votre détriment, c'est secondaire. Or l'intérêt général, c'est le contraire de ça. Pour en revenir à cet accord, à supposer qu'il va influer sur les prix qui vont remonter jusqu'à $60. Est-ce que cela, à supposer qu'ils arrivent à $60, ce qui semble pour le moment tout à fait aléatoire, tout à fait, mais à supposer que ce soit le cas, est-ce que ça réglerait le problème algérien, du régime algérien, du manque à gagner depuis que le... Je vais vous donner un chiffre. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je pense que c'est un chiffre qui va situer la chose. Pour avoir un budget en équilibre, il faut que le cours du pétrole soit à $100. Voilà. $100. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, dans les conditions de 2015... Ça veut dire moins de $100, le problème ne sera pas réglé. Le problème du régime algérien. En tout cas, pour revenir à un équilibre budgétaire, il faut $100. Nous sommes à combien aujourd'hui? À 50. Regardez tous les agrégats, je dirais le déficit budgétaire, regardez la balance des paiements, on se rend compte très bien évidemment, c'est pas à 50 ou $60 que, toute chose étant égale par ailleurs, il faut toujours garder ça à la vue, que ça réglera le problème. Et encore faut-il s'entendre sur ce que l'on appelle équilibre budgétaire, parce que tout dépend de ce que l'on fait de ces rentrées d'argent. Or, aujourd'hui, oublions toutes les rentrées d'argent. Il y a à peu près 10 milliards de dollars par an qui partent dans les poches de M. X et M. Y. Le plus grand fléau de l'Algérie, c'est la corruption aujourd'hui. Si simplement on luttait contre la corruption, on récupérait déjà 10 milliards de dollars par an, on n'aurait pas besoin du pétrole, d'une part. D'autre part, ça c'est la solution de facilité. Effectivement, le peuple, comme vous le direz, si on n'a pas d'argent, on va crever de faim. Mais bien sûr mais seulement le peuple, d'abord, il ne faut pas lui mentir, parce que ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, il faut mettre en application les solutions de rechange, parce que même indépendamment des prix, la production algérienne et de pétrole et de gaz est en train de chuter. Et on est au début de la fin du pétrole et du gaz en Algérie. Et par conséquent, c'est le moment ou jamais de lancer une nouvelle stratégie politique, de lancer une nouvelle stratégie économique, je voulais dire. Et c'est ça la solution, mais c'est ça ce que nos dirigeants ne savent pas faire et ne veulent pas faire. Ne savent pas faire et ne veulent pas faire, justement. Quelqu'un que je connais, un économiste de talent, il a dit à peu près la même chose que Hussein Malti. En plus, il a dit, il y a d'abord une part importante qui part en corruption, mais il ne faut pas oublier autre chose, il m'a dit, c'est qu'une part importante des ressources est dilapidée à cause de l'incompétence, qui n'est pas moins grave que la corruption, bien sûr. Et une autre part qui part en fumée à cause des mauvais choix, ou des choix démagogiques pour endormir la population, ramener du bazar chinois, du toc. Et si vous permettez, il y a aussi la politique du non-choix.
lorsqu'on ne prend pas une décision au moment donné et qu'on laisse les choses péricliter, lorsque vous prenez votre décision, c'est trop peu et trop tard, et parfois c'est pire que si on avait pris une décision. Hein. Et permettez-moi juste de vous dire, on ne va pas régler la question algérienne, si vous permettez, juste sous l'angle économique. Oui. C'est une erreur. C'est une erreur de perspective. La question économique chez nous, elle est déterminée, surdéterminée par le volet politique. Je veux dire, vous pouvez aujourd'hui réunir tous les économistes brillants de la Terre, vous donneront toutes les solutions les plus distinguées, ça ne changera rien, monsieur. Parce que ce qui compte, c'est véritablement les choix stratégiques en termes, je veux dire, on prend des valeurs. Revenons aux valeurs, aux choses essentielles. Ça a été évoqué. La question du travail, la question, je veux dire, de l'engagement. Toutes ces questions-là sont au centre de ce que nous voulons faire. La question de l'Algérie, on pose souvent, quelle Algérie voulons-nous pour demain ? Effectivement, on la veut prospère, mais on la veut également libre, démocratique, ouverte sur le monde, industrieuse, compétente. Et je vous passe d'autres objectifs. Ce n'est pas trop demandé par les temps qui courent, avec un tel système? Écoutez, si vous me dites qu'on doit penser dans le système aujourd'hui, je pense que, pour ma part, je n'ai rien à faire dans votre émission aujourd'hui. Dans ce sens-là, bien évidemment, aujourd'hui, tout est d'une certaine façon, tout est, je veux dire, carré, mais il n'en reste pas moins que l'avenir, d'une certaine façon, à cause de tout ce qu'on vient d'évoquer et d'autres choses. Un avenir différent est possible et il va falloir, et nous attelons à cela, à véritablement proposer un projet d'avenir pour une Algérie différente. Vous prenez un Algérien aujourd'hui, nous ne parlons que de ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne mobiliserez, mettrez en mouvement les Algériens que lorsque vous leur parlerez de leur avenir et celui de leurs enfants. C'est ça qui est fondamental. Nous parlons toujours du passé et au mieux du présent, mais jamais de l'avenir. Vous avez parlé d'incompétence. L'incompétence, elle est non seulement au niveau politique, au niveau des dirigeants, mais même au niveau des managers, au niveau combien qu'il y a de procès qui ont été intentés contre la Sonatrach et que la Sonatrach perd systématiquement. Et des procès qui sont bien souvent étouffés, réglés à l'amiable, j'allais dire. Maintenant, sur le plan politique, ça fait au moins 15 ou 20 ans qu'on nous rabat les oreilles avec l'après-pétrole. On prépare l'après-pétrole. Qu'est-ce qui a été fait pour cet après-pétrole? Rien. M. Sellal, le Premier ministre, nous le disait il y a encore quelques mois, ne vous inquiétez pas, la baisse des prix ne va pas nous affecter, nous allons continuer comme par le passé, c'est-à-dire qu'on va continuer sur la même ligne, la même politique. La grande Zerda. Voilà, c'est tout. Alors, au lieu on a parlé tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, nous considérons les Saoudiens comme étant des gens moins intelligents, néanmoins, ils ont lancé ce programme pour 2030 et ils veulent oublier la rente pétrolière et ils veulent se lancer dans autre chose. Si on prend les autres Émirats du Golfe, vous prenez le Qatar, vous prenez les Émirats, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont devenus, aujourd'hui, les Européens rêvent d'aller passer leurs vacances à Qatar. Est-ce que vous imaginez? Ils ont réussi à s'imposer comme maintenant une destination touristique, évidemment, pour des milliardaires, puisque les prix sont... Ils ont réussi à s'imposer. Abu Dhabi, c'est devenu un hub d'aviation. Tous les vols, la destination de l'Asie passe par là-bas. Ils ont trouvé des solutions pour remplacer... Pour conclure l'un et l'autre, on dit que l'Algérie est le seul pays au monde, c'est quelqu'un qui me l'a dit, je vous vends ce qu'on m'a vendu, le seul pays au monde qui a une monoressource. Il m'a dit, même le sultanat du Brunei a des placements financiers à gauche et à droite, des fonds souverains, des investissements à gauche et à droite. Même le Brunei, le sultanat du Brunei. Il m'a dit, l'Algérie est le seul pays au monde qui n'a que les hydrocarbures. C'est tout. Et on a quelques bons du Trésor américain que l'on a achetés, et on a le fameux FRR, comme ils l'ont appelé, le Fonds de régulation des recettes, qui est en train de disparaître. Voilà notre fonds souverain, c'était ça. Il a disparu au bout de 6 mois ou 8 mois de crise. Le mot de la fin vous revient, Samir Ousdir, puisque Hossein Malté a commencé l'émission. Je vous remercie. Écoutez, on a longuement parlé de l'OPEP, effectivement, de cet accord-là où chacun dit... Mais je veux revenir à quelque chose qui est fondamental et qui concerne tous les Algériens. C'est bien de savoir ce qu'on va avoir un peu plus d'argent. Mais le problème, c'est que ce qui va rentrer dans nos poches par la rente, par définition, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas.
On en a assez parlé. Par contre, ce que nous dépensons et comment nous le dépensons, personne ne se pose de vraies questions. Je pense qu'à un certain moment, il va falloir ramener tout ça. Définir un véritable projet. Hein, et là, il peut y avoir différents projets de société. Hein, mais je crois qu'effectivement, si tous, nous partons comme principe que cette Algérie est arrivée à épuisement, dans tous les domaines, ressources financières, ressources des matières premières, ressources morales et politiques, ce qu'on n'évoque pas. Toutes ces ressources, on est passé de l'âge, je dirais, de l'abondance à la rareté. Maintenant, nous sommes à l'âge de l'épuisement. Et quand je dis l'épuisement, il n'y a pas que les ressources. L'Algérie s'épuise. Il va falloir créer une autre Algérie, refonder une Algérie et faire preuve d'innovation pour véritablement construire ensemble. C'est pas simple, c'est loin d'être simple. Mais je vais vous dire, et je vais finir par ce mot-là, aujourd'hui, hein, nous ne pouvons que d'une certaine façon se projeter dans un idéal. Le présent est tellement compliqué que si on ne met pas l'Algérien, en lui disant voilà le but qu'on veut atteindre et voilà comment ensemble, tous différents, on peut y arriver ensemble. Si on ne recrée pas cet ensemble, cette cohésion, cette envie d'un destin commun, eh bien on continuera effectivement à discuter de ces demi-mesures. Merci Samuel Siddiq, merci Hossein Malti pour cette très agréable émission. Franchement, je ne vous cache pas, ça a été très agréable pour moi d'abord. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment beaucoup appris. Merci à l'un et à l'autre. Salam alaikum, bqa ala khair, salama. C'est nous.